que nous enregistrons. D'accord. Bon, merci à tous d'être présents. Effectivement, à l'invitation d'Éric, je souhaite vous parler ce soir du CERFAM, donc Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers. Effectivement, ça fait maintenant plus de 30 ans que nous existons et c'est vraiment une structure associative tout à fait atypique. Car vous allez voir, on a des actions et des fonctions et toute une série de personnes qui travaillent autour et avec beaucoup de passion autour du matériau vert. Donc chacun un peu à sa façon. Et donc effectivement, moi, avec ma casquette d'historienne de l'art, je peux être à la fois amenée à... Je donne pas mal de cours à nos élèves, parce que c'est toujours bien aussi de savoir ce qu'on a fait au préalable, quels sont les grands jalons de l'histoire de l'art du verre, pour essayer toujours d'innover, hein, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue source d'inspiration et concept artistique ou encore design. Je suis également, vous avez pu voir, amenée à travailler dans le pôle culture du CERFA, parce que c'est vrai que le CERFA, on connaît surtout sur la partie transmission des savoir-faire, mais vous allez voir qu'il existe en fait 3 pôles qui animent véritablement le CERFAV et qui permettent finalement de s'associer et de contribuer à faire connaître aussi davantage le verre, l'art verrier, mais aussi à accompagner les industriels du verre dans des projets de recherche. Et puis, pour ma part, dans le culture, on va être là plutôt pour la diffusion. Diffusion, faire connaître, reconnaître davantage l'art contemporain avec le matériau vert et aussi bien faire connaître finalement, on a un accueil également de groupes d'un public jeune où on va aussi initier, sensibiliser aux techniques du verre et puis parfois espérer susciter ainsi des vocations. Alors, en préambule, je vais vous proposer 3 vidéos assez courtes qui vont vous permettre de voir justement ces 3 pôles et vous verrez aussi par la suite dans les diapositives comment entre ces pôles, eh bien, on va créer des liens et on va s'appuyer l'un et l'autre pour faire connaître et travailler ensemble finalement sur ce matériau vert. Ça permet de localiser où nous nous trouvons, effectivement pas loin de Nancy, et de voir la variété des formations qu'on dispense, toutes les techniques. Par ses propriétés optiques, thermiques, chimiques et même mécaniques, le verre est un matériau de choix pour de nombreuses applications. Sa composition s'adapte pour répondre à des besoins précis et des procédés anciens ou innovants permettent de le travailler de nombreuses manières. Cela fait 30 ans que nous travaillons le verre et l'étudions. Nous formons à sa maîtrise, nous innovons dans sa composition et nous recherchons des procédés pour le mettre en forme, le décorer et le fonctionnaliser. Lire en même temps le commentaire de l'équipe du CERFAV. Voilà. Le CERFAV est le centre technologique expert de matériaux verts et des procédés verriers. Il en ressort par rapport à situé à Vannes-le-Châtel, dans la région Grand Est, ces 3 pôles d'activité que sont la recherche, la formation... C'est des vidéos rapides, mais je expliquerai un peu plus en détail par la suite. Technique complète et unique sur le territoire. Là, ici, c'est de faire une petite synthèse dès le départ, et puis on va approfondir.
Nous Donc accompagnons voilà les les fameuses machines en France qui et à sont dans notre l'international. De la mise au laboratoire point de de verres recherche. particuliers jusqu'à leur mise en forme, nos ingénieurs accompagnent tout porteur de projet qui souhaite comprendre et utiliser les En propriétés visuel, nos spécifiques des matériaux. ingénieurs, chimistes, doctorants en Label et matériaux. accréditation attestent de notre capacité à mener des projets de recherche et à accompagner les entreprises dans leurs projets. Notre politique qualité et notre politique de confidentialité sont autant de gages de confiance. Vous avez besoin de savoir si le verre peut être une solution pour l'un de vos projets? Contactez l'équipe du pôle recherche du CERFAV qui vous apportera une réponse appropriée dans les meilleurs délais. Et donc le troisième pôle, le pôle culture. Voilà, donc n'hésitez pas évidemment à venir une grande visite. Ça, c'est cette partie visible au grand public du mardi au dimanche de 14h à 18h. Et voilà ce qu'on peut y faire et y trouver dans ce une grande visitation. Voilà, un petit aperçu rapide et vous aurez pu voir évidemment toutes ces actions sont menées à Vannes-le-Châtel, pas loin de Nancy. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi Vannes-le-Châtel? Pourquoi dans ce village finalement de 400 habitants? Voilà, comme souvent dans les verreries, si vous connaissez Mézental, voilà, on est quand même souvent dans des pays qui sont assez éloignés. La plupart du temps, c'est le combustible, c'est les matières premières qui ont amené finalement ces verriers à s'installer dans ces lieux. Et donc ici, dans cette première diapositive, vous pouvez avoir un petit aperçu de l'histoire de la verrie en Lorraine. Voilà, c'est quelques jalons qui permettent de voir comment les choses se sont installées à travers le temps, qui a fait aussi qu'avec les différents chocs pétroliers et puis durant cette seconde moitié du XXe siècle, les ateliers ont commencé à fermer leurs portes. Il y a eu plusieurs fermetures, dont Porcieux. Il y a eu aussi des tentatives de pouvoir rassembler plusieurs acteurs du verre pour renforcer leurs activités. Et malgré tout, voilà, le constat était que l'activité était plutôt déclinante. Et donc, ces formations, les verriers de tout temps se sont plutôt formés directement au sein des entreprises, au sein des ateliers, des verrilles. Et donc, l'idée a été, de la part du maire de ce petit village de Vannes-le-Châtel, de faire en sorte de poursuivre cette transmission des savoir-faire et donc de créer vraiment à la fois au départ dans une NJC, donc un lieu culturel pour déjà sensibiliser le public au verre, au travail du verre, et puis ensuite progressivement proposer des stages, puis développer véritablement une sorte de formation assez unique en France et même on peut dire sans forfanterie en Europe. Donc on va voir ici dans les diapositives que donc à Vannes-le-Châtel, cette activité verrière en fait existe depuis plus de 250 ans. L'objectif, c'était vraiment d'exploiter les ressources des forêts comme combustible pour les fours de verrerie.
voilà, je ne vais pas faire toute l'histoire de la verrie de Val-le-Châtel. Sachez qu'à un moment donné, et actuellement, c'est Dôme qui, donc le cristallier Dôme, qui est bien connu pour ses pâtes de verre. Donc vous avez de très beaux exemples ici au sein du musée. Eh bien, Dôme a toujours cette activité de production de grandes séries, moyennes séries. Là où, historiquement parlant, se situait la verrie de Val-le-Châtel. Voilà. Donc on est vraiment juste à la sortie du village. Donc, comme vous pouvez voir dans cette diapositive, au tournant des années 80-90, voilà, c'est sûr que les modes de vie ont changé. Avant, le cadeau de mariage par excellence, c'était les services de table. Voilà, on achetait des produits du coin. Je parlais tout à l'heure de Porcieux, voilà, des verreries de Bayel également, voilà, des cristalleries de Bayel. On est tout près et on avait cette habitude-là progressivement, bien voilà, je pense que on a acheté moins de services de table, ça faisait plus partie finalement des grands cadeaux de mariage et de cette habitude finalement d'acheter à proximité. Aussi, les chocs pétroliers vont toucher gravement du coup ce modèle. Les coûts de fabrication vont être plus importants, hein. Donc voilà, tous ces changements ont fait qu'à un moment donné, on a craint évidemment à la fermeture aussi d'autres sites verriers, et donc dans l'objectif vraiment de sauvegarder les savoir-faire et de prolonger cette culture verrière sur ce territoire. Michel Guinet, donc ce maire de Val-le-Châtel, a vraiment voulu démarrer le CERFA. Donc il y a eu d'abord évidemment toute une série d'actions qui ont été menées pour vraiment en 1991 démarrer cette structure avec ce nom-là, avec des objectifs, des enjeux économiques, sociaux et également techniques. Alors vous pouvez voir dans ce petit historique du CERFAV différents jalons importants qui ont permis d'avoir assez rapidement, vous voyez, toute une série de reconnaissances de labels, hein, au niveau de la formation, de l'éducation nationale, des aides et des subventions aussi. L'importance de maintenir ces activités a été soulignée rapidement par les pouvoirs publics, hein. Actuellement, la région Grand Est fait partie vraiment de nos partenaires et voilà, depuis toujours. Alors, vous pouvez voir aussi dans les diapositives, ça va un petit aperçu de la manière aussi dont les choses sont construites. Initialement, le CERFAV était situé dans des petits bâtiments anciens. Et puis, vous voyez que déjà en 1995 ont été construits de nouveaux locaux assez vastes, hein, 1600 mètres carrés d'ateliers, hein, avec cet aspect polytechnique. Hein, vous avez pu avoir un aperçu des différents ateliers, j'y reviendrai. À l'époque, donc, c'était financé par la région Lorraine, hein, maintenant on est financé par la région Grand Est, le Conseil général de Meurthe-et-Moselle et l'État. Voilà, donc les bâtiments inaugurés en 1996. Ensuite, le CERFA, Centre européen, a mené toute une série d'actions pour aussi se faire reconnaître au niveau européen, avec l'organisation de pas mal de symposiums qui ont fait aussi que la transmission, et puis ça a permis vraiment de passer les frontières, que les élèves aussi circulent dans toute l'Europe, parce que je pense que le reflet ici aussi du musée permet de voir que vraiment l'art du verre, l'art contemporain du verre, c'est quelque chose, c'est un mouvement complètement international, hein, qui a démarré durant la seconde moitié du XXe siècle et qui se prolonge de nos jours. Donc les voyages et l'apprentissage au sein de différents ateliers dans le monde entier est quelque chose d'important aussi pour nos élèves. On les encourage énormément dans cette voie. Vous voyez qu'en 2004, l'action de recherche vient s'ajouter à ces actions de culture et de formation qui étaient vraiment au départ du CERFAV. Et donc là, commence à se développer le pôle de recherche et de développement. Aussi, dans cet historique, vous pouvez voir qu'il y a toute une série de formations aussi qui s'ajoutent. Hein, donc on est dans un développement continu, vous allez voir jusqu'à l'actualité, à la fin des diapositives qui s'annoncent assez riches jusqu'à 2027.
Donc ces formations vont permettre aussi d'accueillir des élèves qu'on appelle concepteurs créateurs en métier d'art et donc une formation qui s'ouvre aussi à d'autres personnes qui travaillent l'excellence des métiers d'art autre que le verre. Donc là, c'est une formation qui a démarré en 2006. 2010, on a eu un lieu sur Paris, à Pantin exactement. C'était un lieu qui était ouvert jusqu'en 2018. En 2013, vous avez une petite photo qui permet d'évoquer, on verra quelques photos tout à l'heure, déjà la création d'un Fab Lab. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce que signifie Fab Lab. Oui, vous en avez un, je pense, j'ai vu juste ici. Voilà, donc nous, ce Fab Lab est devenu vraiment un atelier, comme finalement tous les autres ateliers techniques, avec cette fois des outils numériques qui vont permettre à la fois de concevoir des moules, comme vous en avez un là-bas, vous en verrez d'autres dans les autres diapositives, de trouver aussi des alternatives pour la réalisation de pâtes de verre, par exemple. Là, on va utiliser l'imprimante 3D, le PLA, pour réaliser des pâtes de verre. On va utiliser la découpe laser que vous voyez ici sur la photo pour faire des moules à latte dans lesquels on va pouvoir souffler du verre. On a aussi une fraiseuse 3D qui va permettre aussi de découper de la mousse d'isolation pour créer de nouveau toute une série de moules qui ensuite vont être utilisés par d'autres, voilà, dans d'autres ateliers. Le plotter de découpe, par exemple, nous permet de découper des vinyles et de créer facilement des masques de sablage. Et puis, régulièrement, nos élèves, lorsqu'ils ont compris l'usage de ces outils numériques, eh bien, découvrent encore de nouvelles possibilités, potentialités. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment se dire, tiens, mais avec ça, moi, je vais pouvoir me faciliter la vie. Et notamment, tout à l'heure, je vous montrerai un vitrail qui, sans l'aide finalement des outils numériques, aurait été beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Et donc, ça ne permet pas de remplacer évidemment les savoir-faire, mais c'est plutôt d'accompagner pour arriver encore à développer des projets plus complexes finalement et de dépasser finalement les limites peut-être d'une approche uniquement traditionnelle. Vous pouvez voir de nouveau qu'on a reçu toute une série de labels pour justement le centre de ressources CRT technologique. Les labels également pôle de compétences qui sont aussi importants pour continuer à développer nos activités. En 2016, la galerie, donc notre pôle culturel à demeure, Galerie Atelier du Cerfaf, prend ce nom-là. Il préexistait déjà et maintenant c'est devenu vraiment un lieu qui a encore changé et qui s'est encore redynamisé pas plus tard qu'en avril dernier, où nous avons créé un Fab Lab, un mini Fab Lab si vous voulez, par rapport à celui de nos ateliers de formation, qui permet aussi du coup au grand public de venir travailler avec ces outils, ou en tout cas de s'initier pour une petite animation avec ces outils-là, et de voir aussi le potentiel de ces outils en application avec de la décoration sur verre ou de la création verrière également. Voilà, en 2017, nous avons eu là les premiers stages estivales, stages d'été. C'est des stages que nous proposons chaque année au début du mois de juillet, environ une dizaine de jours qui sont ouverts au grand public. Dans l'idée de, voilà, j'ai envie, je ne sais pas si vous avez envie, par exemple, d'apprendre un peu à souffler à la canne ou de faire votre premier vitrail ou de réaliser votre première pâte de verre. Voilà. Donc, c'est le moment de vous inscrire. Voilà, à ce genre de propositions. 2018 aussi, vous voyez, on a eu pas mal d'acquisitions, d'outillages extrêmement précis et scientifiques pour nos docteurs en matériaux et nos ingénieurs. 2019, on va voir le lancement du projet Ghost. Là, je vous montrerai dans quelques instants quelques diapositives en quoi ça consiste. Vous verrez notamment une image d'illustration qui vous permettra de mieux vous rendre compte comment aussi le CERFAF, par certains projets de recherche et d'innovation, s'efforce à trouver des solutions pour pédagogiques aussi, mais aussi pour sauvegarder en numérisant, si vous voulez, les gestes des verriers. Voilà, en 2020, on a eu là
un dépôt de brevet d'imprimante 3D en verre. C'était le projet GLAM. Donc évidemment, c'est souvent des projets pour la recherche et le développement CERFAV et puis en appui ou en lien, en collaboration avec l'Université de Lorraine. Et 2022, je l'ai repris aussi parce que c'était justement l'anniversaire des 30 ans avec une grande exposition au musée des Beaux-Arts de Nancy, avec une première grande publication qui du coup marque ces fameuses 30 ans dans l'ouvrage et la publication que je vous fais passer, voilà, que vous pouvez du coup consulter. Pour 2023 et la suite, vous verrez, j'ai encore une diapositive qui va arriver pour vous annoncer vraiment nos derniers gros projets. Donc les 3 pôles, vous les avez bien compris: formation, innovation, recherche et culture. Voici Val-le-Châtel. Évidemment, on est en pleine nature, c'est assez dépaysant. Même parfois pour les artistes en résidence que j'accueille, ça peut être très dépaysant parce qu'on n'a pas toujours le réseau pour avoir le portable ni Internet, hein, donc ça peut être un peu déstabilisant. Donc ici, vous avez une vue sur un bâtiment qui accueille des salles de cours, une petite salle d'exposition, le Fab Lab et également le centre de documentation, car nous avons aussi une riche bibliothèque qui fait référence à la matière, et nous poursuivons des acquisitions pour avoir vraiment la documentation nécessaire à destination de nos élèves ou de toute personne qui souhaite en savoir plus. Hein. C'est une bibliothèque qui est assez pointue sur la thématique du verre, autant artistique que sur l'aspect scientifique. Alors, pour la formation, voilà, les grandes questions au départ, c'était former qui, former à quoi, qui forme, hein, voilà, donc il y a toutes ces questions qui se sont à l'époque posées, voilà, et qui se posent encore régulièrement, finalement, à qui va-t-on destiner tout cela, comment faire, hein, aussi, avec les problématiques énergétiques qu'on connaît de nos jours, comment aussi se réadapter, comment récupérer aussi par exemple les chaleurs de four, hein, ça fait partie aussi des grands questionnements de certains de notre équipe de R&D, hein, finalement, éviter des déperditions de chaleur et comment les réutiliser à bon escient. Voilà, alors du coup le SMERFAV, c'est vrai qu'a développé, on peut dire, une ingénierie pédagogique qu'on exporte. Voilà, il y a eu déjà des réalisations à l'étranger. Là pour l'instant, il y a un projet de mise en place d'une école au Maroc, hein, donc c'est la demande du gouvernement marocain d'augmenter un centre métier d'art qui existe déjà à Meknes. Voilà, la tradition du verre au Maroc, il n'y en a pas vraiment, hein, donc c'est vraiment dans l'objectif d'avoir finalement et de compléter déjà leur savoir-faire traditionnel avec aussi le travail du verre. Donc c'est un projet qui est en cours déjà depuis plusieurs années, qui prend du temps évidemment à poser, mais dans l'idéal, d'ici quelques années, il devrait y avoir un CERFAV, si vous voulez, bis à Meknes, avec tous les ateliers et l'enseignement du vitrail, de tout ce qui est technique de décoration, pâte de verre, soufflage et technique du verre au chalumeau également là-bas. Donc c'est pour ça qu'on essaye, hein, en tout cas on est sollicité régulièrement pour nos connaissances dans la réalisation de processus et de procédés pédagogiques au niveau du verre, mais aussi avec, comme je vous disais, ce prolongement pour les métiers d'art. Et c'est vrai que dans les élèves que je reçois en formation concepteur-créateur et à qui j'enseigne, eh bien, cette année, par exemple, j'ai 3 ébénistes, une céramiste, une personne qui est ferronnier d'art, une tapissière garnisseuse et 4 verriers. Et 4 verriers qui travaillent le verre aussi différemment, donc qui abordent des techniques différemment. Donc, vous voyez que dans les formations, on va avoir une formation longue, on appelle créateur verrier, c'est une formation qui dure 2 années. Les créateurs verriers, ils sont la plupart du temps au CERFAV pour avoir à la fois des cours théoriques et des cours techniques.
même si par exemple 2 d'entre elles, et j'entendais parler tout à l'heure, sont actuellement dans un atelier, l'atelier de Juliette de Perrier ici à Conches-en-Ouche. Voilà, c'est important aussi pour elles de voir comment ça se passe ailleurs et de pouvoir finalement vivre la vie d'artistes verriers connus, reconnus, et de voir si c'est un métier qui peut leur plaire complètement. Donc, dans la première phase, depuis septembre, ces jeunes filles, hein, en l'occurrence, ont déjà eu quelques cours et ont eu l'occasion aussi de passer d'un atelier à l'autre. C'est-à-dire de s'essayer au vitrail, de s'essayer au fuseling, thermoformage, pâte de verre, chalumeau. Et après cette période d'essai, finalement, elles doivent choisir l'option. Parce que pendant 2 ans, elles ne vont pas pouvoir faire tous ces ateliers, elles vont pouvoir éventuellement combiner, mais globalement, elles doivent se concentrer sur une technique. Lorsqu'elles ont candidaté, parce que c'est 10 personnes qui reçoivent une bourse, hein, pour pouvoir suivre ces cours, elles avaient peut-être une idée préalable. Tiens, moi j'ai envie de faire du soufflage à la canne, mais après finalement ce temps de découverte de tous ces ateliers, elles peuvent aussi encore décider de changer d'avis et de partir vers une autre technique. Donc, créateurs verriers, là, c'est déjà des jeunes qui ont un gros bagage. Hein. Souvent, ils ont fait des écoles d'art, design, où ils sont en reconversion. Il y a parfois des personnes qui finalement ont travaillé longtemps comme designer pour d'autres, vont travailler beaucoup pour d'autres et finalement se disent nous on a nos idées, nous souhaitons finalement développer nos propres créations personnelles, nos propres ateliers, et donc ils viennent au CERFAB aussi pour avoir cette opportunité-là de changer aussi de direction et donc en reconversion. Les apprentis, alors eux, on peut avoir là des jeunes mineurs, hein, donc à partir de 16 ans jusqu'à 30 ans. Hein. Donc les apprentis, eux, ils sont dans des ateliers dans toute la France. Ils vont venir au CERFAV toutes les 6 semaines pendant 2 semaines, pendant 2 ans. Les cours qu'ils vont suivre vont leur permettre, in fine, de pouvoir passer et obtenir leur CAP. Et donc voilà, c'est un peu le profil des apprentis. En tout cas, ça se passe de cette façon-là. Les concepteurs créateurs, j'en ai déjà parlé. Et puis, on a aussi des formations pour les personnes qui travaillent dans l'industrie du verre. Et donc là, c'est en lien avec la recherche et le développement. Et donc, c'est des formations ProVert pour ingénieurs et techniciens. Ici, un petit aperçu divers et variés de nos ateliers, de ce qui s'y passe, hein, notamment, vous pouvez voir le soufflage à la canne ici, dans un moule à latte, du coup découpé à la laser du Fab Lab. Ici, un petit aperçu de ce qui se passe dans l'atelier au chalumeau, où on va pouvoir avoir autant de la formation ponctuelle par des experts dans leur domaine. Donc, par exemple, je crois qu'à la boutique, vous avez Claudia Pagel qui vient régulièrement enseigner aussi au CERFAB. Vraiment, c'est sa technique et technicité finalement du travail de la perle. Ici aussi, vous pouvez voir que dans cette option-là, par exemple, les apprentis qui viennent pour travailler le verre au chalumeau, eux, en fait, sont en option verrerie scientifique. Donc, ils ne sont pas en verrerie artistique. Donc, in fine, eux, donc déjà, ils sont dans un atelier en liaison avec un laboratoire pour fabriquer de la verrerie scientifique. Et voilà, donc l'objectif, c'est qu'ils vont plutôt travailler dans ce genre de lieu et moins dans cet aspect artistique des choses. Vous voyez que ça peut vraiment fluctuer. Ici, un petit aperçu de l'atelier de pâte de verre. Hein. Donc, il y a un atelier également qui permet de fabriquer les moules. On voit ici les projets en litier. Hein. Vous connaissez certainement cette technique de la cire perdue. Vous voyez les fours qui se trouvent ici sur la gauche. Un petit aperçu ici de l'atelier vitrail, qui est du coup évidemment un atelier très lumineux, avec ici des techniques de montage avec ce plomb.
Et puis là, un petit aperçu aussi des ateliers à froid, parce que la plupart des objets qui sont fabriqués doivent être parachevés, terminés, hein, donc avec ces techniques d'abrasion, décorés aussi, pourquoi pas, avec de décorations comme la gravure à la roue, ou encore, vous voyez ici, décoration au jet de sable. On a des petites cabines de sablage lorsqu'il s'agit de petits objets, mais lorsqu'on veut vraiment sabler une grande pièce, vous voyez que l'opérateur doit vraiment se mettre en tenue protégée afin de pouvoir travailler au pistolet sur l'objet, objet qui du coup est recouvert d'un masque qui va permettre de protéger les parties qui sont destinées à rester polies de celles qui vont être dépolies, voire justement avec cet outil-là, on peut vraiment attaquer le verre dans une grande profondeur et éventuellement même le percer et le creuser de manière très sculpturale. Voilà, donc le Fab Lab, les outils numériques, ben, j'en parlais justement. Voilà un petit aperçu des types de moules qu'on va pouvoir réaliser notamment au Fab Lab. Hein. Là, ici, c'est la fraiseuse 3D qui a permis de tailler, si vous voulez, de retirer la mousse. C'est des mousses d'isolation, ça coûte finalement très peu cher. Ça permet de faire des moules à très bas prix, hein, contrairement lorsqu'un verrier a besoin finalement de commander un moule dans une entreprise spécialisée, ça peut prendre un temps important et ça mène aussi à des achats importants, à un gros investissement. Ici, avec le Fab Lab, l'objectif, c'était justement de pouvoir trouver des alternatives pour prototyper très rapidement des objets avec un fichier numérique, ensuite envoyer les éléments aux machines qui, du coup, soit découpent à la laser, soit découpent ici dans cette fameuse mousse d'isolation. Vous pouvez imaginer qu'ensuite, eh bien, on a coulé le plâtre à l'intérieur, on a récupéré les deux valves, hein, finalement les deux parties du moule, et lorsque le plâtre est sec, en fin de journée, si tout va bien, eh bien, on peut déjà aller à l'atelier de soufflage et directement tester son moule pour voir si ça marche ou non. C'est ce qu'on avait fait notamment pour la Villa Majorelle, parce qu'on est intervenu sur un projet de restauration, je l'évoquerai aussi un peu tout à l'heure, et c'est vrai qu'on peut adapter très facilement le moule. Si on se rend compte que le moule n'est pas assez large ou est trop étroit, voilà, on va pouvoir très facilement reprendre le fichier, le retransformer légèrement, de nouveau faire la découpe du bois, voilà, c'est du bois ici qui a un prix extrêmement modique, et directement de retourner de nouveau à l'atelier à chaud et de voir si on obtient le résultat escompté. Donc ça facilite vraiment l'obtention de résultats très rapidement. Alors, c'est le Fab Lab aussi qui a permis, dès que le Fab Lab a été mis en place au CERFAV, a permis à nos élèves d'imaginer des choses qui auraient été difficilement imaginables sans son aide. Donc ici, c'est finalement l'extrapolation de deux mots, hein, qui a permis à cet élève eh bien, d'obtenir cette sculpture du oui-non. Hein, et donc finalement, ce faisceau qui du coup traduit en pâte de verre a permis de réaliser cette forme et cette sculpture composée de 3 pièces. Voilà, donc l'aspect découverte technique, c'est quelque chose qui revient régulièrement avec, on s'efforce aussi, voilà, par exemple la technique de l'estampage, c'est quelque chose qui n'est pas pratiqué tous les jours au CERFAV, mais de temps à autre, lorsqu'on nous demande, on va pouvoir quand même évidemment l'enseigner, et puis de temps à autre, on a des élèves qui réalisent encore ce procédé-là, bien connu. Je l'ai mis cette diapositive-là, évidemment, vu que c'est le travail de François Descours-Chaumont qui m'a donné envie, évidemment, de vous parler aussi, que ça aussi, finalement, c'est quelque chose qu'on va retrouver peut-être de moins en moins souvent dans le travail comme technique des verriers, pâtes de verrier actuelles. On est plutôt dans une technique qu'on appelle le casting, hein, le terme anglo-saxon. Mais voilà, l'estampage, c'est quelque chose qui devient peut-être plus rare en France, mais voilà, de temps à autre, le CERFAV permet aussi à ses élèves de redécouvrir, ou en tout cas plutôt de remettre au goût du jour cette technique.
On a eu le cas, justement, je vais peut-être vous mettre une diapo, on a eu le cas d'une jeune diplômée, là, en juin, qui, elle, est d'origine coréenne, qui donc était en formation CERFAV durant 2 années et qui, elle, a justement voulu renouer avec cette technique. Donc, elle l'a fait au CERFAV, mais elle en a profité aussi pour aller dans plusieurs ateliers, dont un au Japon, pour vraiment se spécialiser et faire revivre cette technique de l'estampage telle que pratiquée justement par des cochons. Alors, dans les pièces ici, je ne vous cache pas que les collections du CERFAV, car nous conservons les pièces de diplôme de nos élèves, avec les années qui passent, les collections s'enrichissent. Les collections aussi deviennent des collections d'artistes maintenant renommés, parfois nationalement, voire internationalement. Et donc, on est assez fiers d'avoir finalement conservé les objets, leurs projets de diplôme. Ici, notamment Claire Delorme, qui a fait dernièrement une résidence à Sarpoterie. Peut-être que vous avez vu l'exposition de ses dés à coudre. Elle avait fait aussi une résidence à Cornille. Et voici la pièce de diplôme qu'elle présentait. Elle avait justement fait des recherches techniques, hein, et ça, c'est de nouveau la liaison avec la recherche et le développement, lui a permis d'imaginer une composition de verre soluble. Donc, c'est-à-dire que volontairement, dans sa composition de verre, elle a fait une composition instable. Donc, c'est-à-dire qu'elle a mis du vitrifiant, du fondant, mais pas suffisamment de stabilisant, hein, pas suffisamment de calcaire. Et donc, lorsque cette pièce a été plongée dans un aquarium au Centre mondial de la paix à Verdun, eh bien, à la fin de l'exposition, cette urne cinéraire avait complètement disparu, fondu, hein, voilà, c'était dispersé, était redevenu, si vous voulez, de la silice et du fondant. Voilà. Voilà, encore quelques projets, je ne vais pas tous les commenter parce que je ne vous cache pas qu'ils sont tous plus passionnants les uns que les autres. Mais pour eux, leur pièce de fin d'année, évidemment, c'est les pièces qui permettent de confirmer. Et souvent, les projets qu'ils ont développés pendant 2 ans en CERFAV, on va les retrouver un peu en fil en continuité par la suite, hein, dans leur travail personnel, dans leurs ateliers. Ici, par exemple, je vous montre le projet d'Antoine Brodin. Antoine Brodin est maintenant devenu un souffleur français très reconnu, très renommé. Et donc, il a poursuivi ce travail autour du corps, des plumes d'oiseaux également pendant pas mal d'années. Gérald Vatrin également, pour ne citer que peut-être, voilà, il y en a tellement des connus. D'ailleurs, dans le bouquin que je suis en train de vous faire passer, vous avez pu voir que dans le cadre de l'exposition au Musée des Beaux-Arts, ben, il a fallu faire le choix, hein, on ne pouvait pas présenter tous les artistes, mais faire le choix finalement de certains d'entre eux. Et aussi dans cette exposition, l'objectif c'était de montrer aussi leurs pièces de diplôme par rapport à ce qu'ils font actuellement. Et souvent, comme je vous le disais, il y a vraiment un fil rouge, il y a une continuité. Les thèmes qui les passionnaient déjà au moment où ils sont venus au CERFAV, ils les ont vraiment poursuivis en les faisant évoluer, bien entendu, mais on retrouve quelque part toujours l'esprit originel et de départ de l'artiste. Voilà, Gérald Vatrin, qui est également connu mondialement parlant et qui intervient régulièrement pour enseigner à son tour. Hein. Donc lui, il a été formé dans les premières promotions du CERFAV et maintenant, voilà, il est enseignant à la fois pour le soufflage du verre à la canne, mais également pour cette technique de décoration et de gravure. Donc ici, vous voyez que cet artiste qui a son atelier à Nancy, mais un atelier principalement à froid et non à chaud, lorsqu'il doit travailler à chaud, il va louer des ateliers un peu partout en France, dont au CERFAV, pour réaliser ses pièces à chaud. Ensuite, dans son atelier, il va travailler toute la partie décoration. Et donc, vous voyez que par exemple, cette pièce-ci est un peu dans l'esprit de l'école de Nancy. Hein. Vous avez de très beaux gavets ici au musée, voilà, avec un travail de plusieurs couches de couleurs et puis avec à froid. Hein. Du coup, les motifs vont apparaître et vont être gravés.
On a aussi régulièrement des partenariats avec des designers. Ici, c'est un designer allemand, Mendelite, qui était en résidence à Nancy, à Ergastule, qui est une association justement qui est ouverte aux projets artistiques. Et il avait développé un vase en céramique à base de toute une série de petits cubes que vous pouvez voir ici en place. Et donc, il a eu l'occasion finalement aussi de faire réaliser ces petits cubes dans une matière réfractaire et donc résistante à une température très élevée. Et donc, on s'est retrouvé avec lui à l'atelier pour imaginer ces vases tombola. Tombola parce que finalement, à chaque fois qu'on souffle le verre, vous voyez que toutes les petites briques retombe et puis on va remonter, si vous voulez, ces petites briques et donc à chaque fois finalement on a un résultat différent. C'est pour ça qu'il l'a intitulé tombola. Donc selon aussi la hauteur du vase que l'on souhaite obtenir, on va mettre plus ou moins de briques. Alors, c'est vrai aussi que le CERFAV, et je vous ai mis quelques diapositives pour évoquer le passage international de soit d'élèves, soit d'artistes. Ici, en l'occurrence, c'est un artiste japonais qui est venu se former au CERFAV, ou plutôt se perfectionner au CERFAV et avec qui on est toujours en échange. Voilà, quelques projets d'artistes justement extrêmement orientaux. Voilà, alors celui-ci, j'ai choisi de vous le montrer car ce qui est aussi super intéressant, c'est que vu qu'on a tous ces ateliers, toutes ces techniques qui sont dans des ateliers finalement les uns à côté des autres, souvent nos élèves ont envie de mélanger les genres. Et donc, par exemple, ici, c'est une installation où il y a plein de fourmis. C'est Chloé Cotalorda qui a imaginé cette installation qui s'appelle Dépouille mémorielle. Et donc, on voit qu'à la fois le corps gonflé de ces fourmis, c'est de la pâte de verre. Et puis, afin de pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, elle a fait souffler des globes en verre incolores et donc qui font un effet un peu de loupe pour pouvoir percevoir ce qu'il y a à l'intérieur du corps de cette fourmi. Puis, on a aussi des équipes techniques qui permettent d'accompagner aussi les élèves lorsque d'autres types de matériaux doivent venir compléter. Donc, que ce soit des structures métalliques, que ce soit des éléments en bois aussi. Alors, on ne va pas pouvoir tout faire, mais on va pouvoir au moins les orienter sur la manière de fabriquer et de compléter, parce que souvent l'œuvre en verre n'est pas que en verre, on peut avoir d'autres éléments complémentaires et matériaux complémentaires. Voilà, alors ici c'est un peu pour évoquer, mais c'est des vieilles manifestations 2007. Voilà, on est parfois sur des événements communs. Ici, au jardin de Cristal, c'était à l'abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson. Et voilà, donc là c'était pour le pôle formation. Maintenant, je vais vous parler un peu plus du pôle innovation et recherche, même si je ne vous cache pas que mes collègues savent que je suis particulièrement bavarde. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Parce que vous avez pu voir que c'est confidentiel et que la discrétion est requise. Donc, souvent, on ne dit pas grand-chose pour éviter que je dise des choses que je ne peux pas dire. Donc, je vais essayer quand même de vous parler de ce qu'ils font dans leur laboratoire. Je ne vous cache pas que même le fait d'y rentrer, on doit avoir voilà, la tenue de rigueur, on ne doit pas amener de la poussière parce que ces appareillages scientifiques sont extrêmement sensibles à la poussière. Donc il y a aussi des protocoles aussi qui fait qu'on ne rentre pas dans le ça des ça sans avoir leur autorisation. Voilà, donc ce que je voulais quand même vous dire, c'est que on s'est rendu compte assez rapidement, vous allez voir ça dans l'historique, que c'est vrai que c'est bien de transmettre les savoir-faire, mais que voilà, c'est important aussi de bien comprendre le matériau. Au CERFAV, on apprend aussi aux élèves à pouvoir faire leur propre composition du verre, parce que la plupart des ateliers verriers vont plutôt utiliser des espèces de pellets, donc du
groisille et du verre qui est préfabriqué. Et finalement, pour travailler le verre, ils vont les placer dans le creuset, réchauffer le creuset, mais souvent, la plupart du temps, ils ne réalisent plus eux-mêmes la composition. Voilà, au CERFAS, pour la partie de formation, on a encore les différents composants qui permettent de fabriquer le verre. Et justement, en recherche et développement, ils peuvent très bien avoir des questions de quelle composition de verre imaginer pour que le verre ait plutôt cette propriété, plutôt ce coloris. Et donc, voilà, il y a eu des projets de recherche de coloration, notamment avec Dôme. Voilà. Donc, un centre de recherche et de ressources indépendants était indispensable pour justement faire partie de cette réflexion d'ensemble et avoir une bonne connaissance du verre et des procédés et des applications. Alors aussi, nos ingénieurs sont amenés à enseigner et à donner cours aux créateurs verriers. Donc, c'est-à-dire qu'eux vont aussi pouvoir leur expliquer voilà, la chimie du verre, comment est-ce que je peux construire un verre, comment ça se passe les réfractaires. Voilà, ça fait partie aussi des enseignements qui sont donnés du coup par ces ingénieurs, donc à la fois sur des projets de recherche, mais aussi sont amenés à faire de la formation. Un petit aperçu de toutes ces machines, ne me demandez pas tout ce qu'elles permettent de faire. En tout cas, ce que je sais, et lorsque j'explique quelques projets dont je peux parler, c'est notamment les analyses de casse. Voilà, je sais qu'il y a quelques années, on avait reçu une dalle de verre qui sert de pavement de la Tour Eiffel. Et cette dalle de verre qui devait être extra résistante, en fait, avait des signes de faiblesse. Et donc, l'idée, c'était avec tous ces microscopes, de pouvoir analyser pourquoi le verre avait ces signes de faiblesse. Est-ce que c'était un problème de composition au départ? Est-ce que c'était voilà, une torsion dans le verre lors de la cuisson? Voilà. Donc, en ça, nos ingénieurs et nos spécialistes sont sollicités pour ce faire. Voilà. Alors ici, je ne me cache pas que ça fait partie de l'évolution qui est exponentielle. Hein. Depuis 10 ans, l'équipe de recherche et développement, on peut dire, a explosé. Hein. Le CERFAF devient trop petit. Et vous allez voir qu'on va bientôt trouver une solution pour que le CERFAF s'agrandisse et permette d'accueillir un peu plus de monde aussi, car nous sommes vraiment à l'étroit. Et nous sommes de plus en plus sollicités justement, hein, ces ingénieurs sont de plus en plus sollicités pour leur expertise. Donc comme j'évoquais rapidement tout à l'heure, voilà les fameuses pièces qui sont réalisées grâce à ce brevet déposé et cette imprimante 3D vert. Alors l'objectif n'est pas de faire de la création, mais plutôt d'utiliser ces procédés pour les introduire dans d'autres et de nouvelles technologies verrières. Mais je ne peux pas tout vous dire. Nous en saurons plus prochainement. Prochain épisode. Alors, ici aussi, donc je vous parlais de cette sauvegarde des savoir-faire et aussi il y a, pourquoi pas, développer de nouvelles pédagogies alternatives aussi pour éviter peut-être que le four tourne pour des élèves qui doivent finalement apprendre les premières manipulations et premières gestuelles. Comme finalement le pilote d'avion, pourquoi pas, voilà, lui aussi, l'élève ou l'apprenti, pouvoir manipuler sans pour autant spécialement se trouver, en tout cas c'est à côté du faux. En tout cas, ça fait partie des choses qui sont en cours de réflexion, d'avancement, et on a plusieurs collègues qui travaillent sur ce genre de développement. Donc ici, vous pouvez voir un de nos intervenants réguliers, Frédéric de Moisson, qui est meilleur ouvrier de France en travail du verre au Chalumeau, et qui s'est prêté au jeu de réaliser finalement des facsimilés des Blachka. Vous voyez, ces verres marins réalisés au Chalumeau au XIXe siècle. Donc c'est des pièces qui sont assez célèbres et réputées. Et l'idée, c'était de faire la démonstration finalement de la gestuelle pour arriver à développer ce genre de technique. On a fait la même chose pour le vitral aussi, pour essayer d'imaginer comment, et donc d'enregistrer finalement les gestes de ma collègue pour ensuite conserver finalement ces gestes de manière numérique
et du coup, dans un deuxième temps ou troisième temps, que ce soit utilisé vraiment à des fins pédagogiques. C'est des choses qui sont en cours, mais voilà, qui avancent plutôt bien. Donc, c'est vrai que les gestes verriers sont inscrits maintenant comme patrimoine immatériel de l'humanité, et c'est la raison pour laquelle aussi on travaille sur tous ces projets de formation et qui vont pouvoir aussi nous servir pour de la médiation. Dans nos nouveaux aménagements de la galerie et atelier du CERFAV, prochainement, nous aurons la possibilité aussi, de manière virtuelle, de pouvoir assister à une démonstration de verrier ou pouvoir s'approcher et voir vraiment les gestes, toujours dans un souci de mieux connaître et de mieux appréhender les choses. Donc voilà, ce projet donc mené par mon collègue David Arnaud s'appelle le projet Ghost, hein, et comme je vous disais, voilà la manière et ces nouvelles technologies qui permettent d'enregistrer, de capter les gestes. Donc à chaque fois en partenariat avec le musée de l'Université de Liège pour les Blachka et avec le musée de l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg pour le Christ de Wissembourg, et donc cette captation autour des gestes du vitrail. Voilà, donc la voici à l'action. Donc évidemment, le Christ de Wissembourg n'a pas ces coloris-là, mais pour que la caméra puisse capter les choses, il fallait partir sur un verre opaque. Et donc ici, ça permet d'enregistrer aussi, notamment la technique. Donc là, elle travaille la grisaille et la manière dont elle va appliquer au pinceau les motifs vraiment en grisaille épaisse, ou encore un travail de la vie, que vous pouvez voir ici au niveau du front, et donc vraiment de retrouver, de retraduire les gestes de ce célèbre Christ de Wissembourg, qui est souvent cité comme un des premiers témoignages de l'art du vitrail en France, ou en tout cas dans la période médiévale. Donc ici, toujours ces fameux tests qui permettent du coup, alors c'est vrai que ça on voit souvent dans les films d'animation, hein, voilà, Hollywood évidemment utilise ce procédé depuis longtemps. Voilà, ici la nouveauté c'est évidemment de l'utiliser à des fins d'enregistrement et de pédagogie. Et donc tous ces petits capteurs, voyez, qui sont placés sur les deux verriers permettent de voir la manière dont ils vont circuler la gestuelle dans l'atelier. On arrive maintenant au pôle culture et donc à la fameuse galerie atelier du CERFAV. Voilà, donc on a environ plus de 10 000 visiteurs annuellement. Donc c'est une galerie qui a plusieurs fonctions: diffusion des pièces qui sont réalisées dans nos ateliers, mais aussi justement c'est un lieu de découverte pour nos élèves. Et donc lorsqu'on fait la visite de la galerie atelier du CERFAV, on leur fait autant visiter la boutique, pas dans un objectif commercial, mais pour montrer aussi la diversité des approches, des techniques qu'on ne voit pas toujours dans l'exposition temporaire qui est dans la salle suivante. Donc c'est un lieu également de conférence, un lieu qui permet de faire la démonstration d'artistes. Parfois, donc, on a les formateurs qui vont se retrouver dans la partie formation. Ce centre de formation, lui, est ouvert au public seulement 4 jours l'année lors des portes ouvertes. Et donc, c'est l'occasion, dans cette galerie atelier du CERFA, d'expliquer ce qui se passe finalement dans la partie non visible au quotidien par le grand public. Et donc, ces verriers et ces intervenants en formation viennent dans ce lieu ouvert au public pour parler de leur travail ou faire une démonstration, et là, du coup, visible et ouvert pour tous. Voilà, l'atelier, comme je vous disais, de la galerie est aussi un lieu qu'on peut louer, et donc va pouvoir servir à nos élèves sortants, hein, de pouvoir quand même faire leur production avant de pouvoir véritablement, s'ils le souhaitent, acquérir leur propre atelier. Hein, souvent, c'est comme je vous disais, c'est peut-être pas toujours nécessaire parce que vu qu'ils sont assez autonomes, il y a des temps finalement de fabrication, des temps, comme je vous disais, parfois de décoration, des temps de vente, des temps de communication, et donc avoir un four qui fonctionne en permanence lorsqu'on est seul, c'est voilà, c'est faire un bon business plan pour voir si c'est vraiment intéressant ou non. Et puis la galerie atelier, c'est également un lieu d'initiation au grand public.
Ça, vous allez voir dans quelques instants. Ici, un petit aperçu de notre salle d'exposition temporaire qui nous permet la plupart du temps d'accueillir des créations de nos élèves, de valoriser finalement leur travail. Donc là, ici, c'était une exposition de nos concepteurs créateurs. C'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas que du verre, il y a aussi de la vannerie, il y a du mobilier, voilà, il y a de la sculpture de pierre. Le pôle culture, c'est aussi donc des résidences d'artistes avec depuis maintenant plus de 6 années de subventions de la DRAC. Une belle subvention qui nous permet cependant d'accueillir un seul artiste chaque année. Et donc, voilà, on a des choix assez cornéliens à faire car sans faire d'appel à candidature, nous en recevons énormément de candidatures spontanées. Et donc, comme je disais à Eric tout à l'heure, voilà, on doit à la fois choisir, on doit voir aussi les partenariats avec aussi des institutions. Donc, on est souvent en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts qui peut aussi aiguiller nos choix. Maintenant, c'est un jury qui va évidemment faire le choix final. Donc, on donne cette résidence d'artistes. Voilà, on essaie d'avoir un équilibre homme-femme. Et puis un équilibre aussi entre artistes plasticiens, non connaisseurs des techniques verrières, et puis aussi artistes déjà aguerris aux techniques du verre. Donc voilà, ça fait qu'on a un turnover quand même assez large sur 4 années. Ici, à l'écran, vous pouvez voir une pièce qui a été réalisée par toute notre équipe, parce que c'est ça aussi la résidence d'artistes, c'est aussi de performer selon les rêves et les idéaux finalement d'artistes. Alex Swan, c'est un artiste qui vient du street art et qui a pu quand même maîtriser quelques techniques pour intervenir sur la partie gravée ici du corps, mais évidemment pour la partie en verre soufflé, vu que c'est une pièce quand même d'un certain gabarit, évidemment il a orchestré l'intervention de nos verriers, de nos souffleurs. Voilà. Pour d'autres éléments, il a par exemple fait aussi toute une série de masques de sablage. Donc ça, finalement, les masques de sablage, les pochoirs, ça on connaît bien dans son art habituel. Et donc, du coup, là aussi, il a pu intervenir. Voilà, ce qui est intéressant aussi dans nos résidences d'artistes, c'est les collaborations. Donc, par exemple, il avait envie de placer, je ne sais pas si vous voyez, en suspension un cœur au sein de sa pièce. Bon, il a vu des cœurs, voilà, il était intéressé aussi par la pâte de verre, donc il avait envie finalement d'explorer toutes les techniques, hein, toutes les potentialités du CERFAV. Et donc, il s'est mis en collaboration avec une de nos élèves, Servan Plat, qui lui a dit moi, je suis d'accord, je veux faire un cœur. Et donc, voilà, on a aussi une collaboration à ce niveau-là. Et donc, c'est des échanges fructueux et cette ouverture aussi d'esprit grâce à l'intervention de ces artistes en résidence. Voilà, ici aussi, c'était il y a deux, trois résidences, c'était l'artiste Madame, street artiste. Et donc là aussi, on fait de la médiation en partenariat avec le collège de Colombey-les-Belles, qui est la ville importante à côté de Vannes-le-Châtel. Et avec la prof d'art plastique, voilà, on met en place aussi des temps de rencontre avec les artistes, des temps aussi d'exposition. Ils ont une galerie au sein du collège qui permet aussi de valoriser finalement les créations des élèves, fruit de ces rencontres et de ce temps passé avec notre artiste en résidence. Voilà. Donc ici, le résultat du travail de Madame a également été présenté au Musée des Beaux-Arts de Nancy et elle a imaginé un vitrail sous la forme, on voit la photo n'est peut-être pas très bonne, mais c'est plusieurs feuilles de verre avec différentes techniques aussi qui sont en application ici. Donc on est vraiment dans la transposition, comme on l'a vu pour Alex Swan, de son univers au préalable, mais cette fois-ci en verre. Là, pour ce faire, elle avait envie aussi d'explorer, parce qu'elle utilise beaucoup le doré dans son travail de street artiste. Et donc, elle s'est initiée à la dorure, à la feuille d'or, pour réaliser ici les auréoles de son projet. Et puis aussi, puisqu'elle utilise beaucoup d'images anciennes pour son travail, l'idée était aussi de les réutiliser et de travailler la technique de la sérigraphie sur verre.
Donc voilà, sur ces pièces-là, bon, je m'excuse pour les photos, mais on a énormément de nouveau de recherches techniques pour arriver à transposer son travail. Des recherches techniques aussi, vous voyez, pour le lettrage, ici, car il s'agit d'une composition autour de la grisaille qu'on utilise pour le vitrail, mais avec une surépaisseur, je ne sais pas si vous sentez, pour arriver à cet effet un peu morcelé, et un peu comme si on avait un lettrage à l'ancienne. On va avoir de la gravure aussi à la laser, parce que c'est vrai que je parlais beaucoup de ce graveur à laser pour découper du bois, mais ça peut aussi graver le verre, et donc on a eu recours aussi à cette technique. Des techniques plus traditionnelles également de peinture. Donc, et j'en passe, parce que comme je vous disais, c'est plusieurs feuilles de verre qui sont mises les unes derrière les autres. Voilà, alors bon, je ne peux pas vous parler des 10 dernières années que j'ai passées au CERFAV à diriger ce pôle culture, mais grosso modo, ça m'emmène, venir vous voir avec grand plaisir ce soir, mais aussi voilà, à faire des expositions et à faire aussi connaître le travail du verre hors de la métropole. Hein. Donc là, c'était à Fort-de-France l'année dernière. Hein. Voilà, eux aussi sont ouverts et nous envoient de plus en plus d'élèves d'outre-mer pour développer aussi l'art verrier dans cette magnifique île. Voilà, donc dans les expos régulièrement, on participe évidemment au JMA, et donc les JMA nous amènent aussi à faire des actions au sein de la galerie atelier du CERFAV, mais aussi en dehors. Donc, on va se retrouver au château de Lunéville, on va se retrouver comme ici à Montigny-les-Messes, toujours à valoriser nos élèves ou à co-organiser des salons qui leur permettent, lorsqu'ils sont déjà diplômés et qui sont devenus professionnels, et bien de faciliter aussi leur possibilité de développement commercial. Voilà, donc ça j'en ai déjà parlé. Hein, voilà une petite photo qui permet de voir justement nos animations soufflage, nos animations fusing également selon la saison. Là pour l'instant on souffle les fantômes pour Halloween et on réalise nos citrouilles en fusing. Voilà, donc vous pouvez vous réserver votre créneau en ligne et puis vous avez l'occasion de vous essayer à tout ça. Alors ce qu'on espère évidemment ensuite, c'est que ça vous plaise et puis vous revenez pour des formations plus longues et puis pourquoi pas un jour devenir verrier. Voilà, donc dans les expos, tout ça, je ne vais pas tout commenter, mais c'est vrai qu'on est bien aussi d'avoir de la visibilité sur toute la région Grand Est, et puis qu'on peut sortir aussi de cette région au niveau national ou international. Voilà, pas mal d'expos. Voilà, avec des thématiques diverses et variées, des expos pour les apprentis, des expos pour les créateurs verriers. Ça fait partie aussi de la manière dont on les accompagne aussi, parce qu'ils vont être tôt ou tard, s'ils travaillent à leur compte, et ils vont être amenés aussi à exposer. Donc pour eux, ça fait partie aussi de la formation de savoir comment on va présenter ces objets, comment on va vendre ces objets. Donc selon la formation, bien, ils vont avoir des cours plus ou moins approfondis pour les accompagner aussi sur ce genre de domaine. Alors ici, parce que je ne peux pas parler de tout le patrimoine du CERFAV, mais c'est une pièce qu'on me demande très souvent à prêter, parce que finalement, je suis amenée aussi à faire de la régie d'œuvres, même si on n'est pas un musée. Le fait qu'on a des collections et qu'on a des collections qui sont de plus en plus renommées, réputées, voilà, on nous les demande. Ici, je voulais parler d'un projet pour lequel j'ai écrit dernièrement un texte. Hein. On a une revue qui existe depuis 1991, qui s'appelle IDVR Info. Et dans ce magazine, ça permet de parler de l'actualité, que ce soit formation, recherche-développement ou encore le pôle culture. Donc l'article que j'ai écrit dernièrement était consacré justement sur cette pièce qui nous permet à la fois de parler de projets très ambitieux en termes de vitrail de la part de nos élèves. Ici, en l'occurrence, Aline Thibault, en fin de première année, avait proposé ce projet. Voilà. Alors, ce qui était déjà très intéressant et très abouti comme travail, sauf qu'à un moment donné, on lui a dit, mais voilà, la pédale de ta machine à coudre d'origine allemande, de marque allemande,
correspond pas vraiment avec le motif plus d'origine, comment dire, orientale là, que tu proposes là. Donc voilà, c'était déjà extraordinaire ce qu'elle avait réussi à faire à la fin de la première année. D'ailleurs, je crois qu'elle a même été, avec ce projet-là, reprise dans le New Glass Review du Corning, hein, qui est une revue très importante pour les verriers, parce qu'il y a plusieurs milliers de verriers qui chaque année envoient leurs photos pour faire partie des 100, en tout cas des 100 projets retenus. Et donc ça donne vraiment un panorama de l'actualité chaque année en termes de création verrière contemporaine. Donc elle avait déjà été sélectionnée, je pense, avec cette photo-là. Et l'année suivante, si vous voulez, parfois certains poursuivent leur projet. Et donc là, vous voyez qu'elle a vraiment là repris et numérisé le motif de sa pédale et qu'elle a fait rejaillir, mais elle avait travaillé pas mal avec les outils numériques pour développer, si vous voulez, cette espèce de tissu, hein, tissu en vitrail, que vous pouvez voir ici. Ici, c'est la photo studio qui a été réalisée à l'époque, et il faut savoir que le studio avait ses limites de plafond, car ce vitrail, en fait, fait un panneau de plus. Voilà, donc il est encore bien plus haut. Alors, c'est aussi grâce au numérique qu'elle a pu extrapoler finalement à quel endroit elle allait mettre les touches de bleu foncé, bleu clair, incolore, en sachant que plus on monte vers le firmament, plus les notes de bleu vont être importantes. C'est aussi grâce au tableur qu'elle a utilisé aussi à bon escient, qui lui a permis de découper ses cartons, hein, ce qu'on appelle les gabarits pour les vitraillistes, et d'avoir aussi directement sur son fichier numérique la numérotation du millier de petits morceaux de verre qui composent évidemment son vitrail. Et puis son vitrail, on aime bien aussi de le montrer parce que le vitrail, on pense toujours que c'est très... mais en même temps, quand on est ici, tout autour de nous, on voit que évidemment la modernité et que le vitrail, eh bien, c'est loin d'être quelque chose de figé. Ça évolue vraiment et on est encore loin d'avoir exploité toutes les potentialités du vitrail contemporain et la nouveauté. Ici, c'est finalement qu'on est en de la sculpture et qu'on n'est plus finalement dans un panneau de verre qui rentre ici et qui obture une fenêtre. Donc, ce que j'avais trouvé aussi intéressant dans cet article, c'est de voir comment elle voyage et comment cette œuvre finalement vit différemment d'un endroit à l'autre. Donc ici, avec une lumière naturelle importante, avec cette fois les 3 panneaux. Ici, vous voyez, je n'ai pas besoin de faire de commentaire du coup, mais selon l'endroit, la pièce évidemment fonctionne, je trouve, assez différemment. Mettez un petit break, hein, sinon vous allez... Oui, ou alors... Voilà, il y a d'autres pièces où je pourrais faire un peu cette même évolution, mais celle-ci, je trouvais, en tout cas pour cet article, que ça s'y prêtait vraiment bien. Voilà, et dernièrement encore, vous pouvez voir la même pièce, et là, je trouve que cette galerie a la chance d'être accompagnée sur l'éclairage par justement un éclairagiste professionnel du spectacle. Et je trouve que de nouveau, vous voyez, c'est presque une autre pièce. Hein, ça l'a révélé dans les effets d'ombre, voilà, dans le travail de la lumière. Et c'est en ça que je dis toujours aussi aux élèves, voilà, sans lumière, votre pièce en verre, elle est forcément morte. La lumière, c'est super important. Verre et lumière, c'est indispensable. Voilà. Alors, comme ici, c'était juste pour vous montrer qu'on bouge pas mal aussi pour valoriser nos élèves. Hein. L'année dernière, on était du côté de la campagne à Ardennes, Hervy Le Châtel, Maison du Vitrail d'Armance, que vous connaissez. On était également au musée Sarigny à Reims. Et cette année, nos élèves sont toujours en exposition
au musée du château de Lunéville. Voilà, les expos, voilà, je passe rapidement. Voilà, ça c'est de nouveau la pièce dont je vous parlais tout à l'heure, hein, donc qui se présente avec une installation, avec ce prie-dieu, avec toute une série voilà. Donc c'était un hommage euh, à une de ses connaissances disparues. Donc il y avait un peu travail autour du deuil dans la pièce réalisée pour sa résidence. Voilà, et donc dans l'émission également du CERFAB et du pôle culture, c'est vraiment d'accompagner sur des salons comme par exemple Résonance prochainement encore, hein, ça fait des années maintenant qu'on va à Résonance pour montrer aussi le travail de nos élèves, mais qui du coup sont devenus des professionnels et donc ils ont l'occasion de voir si ils trouvent une clientèle, s'il y a un intérêt aussi pour leur projet. Les salons, ça peut coûter très cher et donc avoir cette opportunité de le faire sur le stand de leur institution de formation, c'est vraiment une belle opportunité pour eux. Les journées du patrimoine, évidemment, nous y participons. Nous réalisons également des contrats d'édition pour des projets de nos élèves qui peuvent être du coup produits aussi par nos équipes. Et puis voilà, l'aspect de diffusion, de médiation et de conférences. Voilà, j'en passe. Les animations, comme je disais, selon les saisons. Et puis voilà, c'est bon, ça, un petit récapitulatif. Alors dans les projets aussi que j'ai eu la chance de suivre, hein, parce que c'est vrai que c'est toute une équipe finalement qui a été par exemple nécessaire à la réalisation des vasques ici que vous voyez pour la Villa Majorelle. Donc on a réalisé en tout 7 éléments qui sont plutôt une restitution finalement des éléments en verre d'éclairage disparus. Donc en fait, la plupart des structures en fer forgé réalisées par les ateliers Majorelle avaient été conservées, pas toutes. Ici, là, il y avait un bronzier qui a pu refaire les griffes que vous voyez à l'écran. Et puis, bien, vu qu'il s'agit d'un bâtiment historique, bien, c'était de suivre avec la conservatrice, avec l'architecte des bâtiments de France, le choix des coloris, le choix des modèles et toute une équipe finalement à l'écoute pour réaliser ce genre de projet. Alors, il faut savoir que, là, que justement les outils numériques nous sont aussi bien servis pour arriver à, par exemple, créer le profil de certains de ces éléments-là, car voilà, ça aurait été très onéreux de faire réaliser un moule juste pour un seul globe à l'entrée de la Villa Majorelle à Nancy, alors que, voilà, avec vous avez bien compris, avec ces moules du Fab Lab, on a réussi à prototyper et finalement y avoir un résultat assez rapidement sans passer par cette étape-là. Voilà, c'était un petit aperçu des projets. Et puis ici, voilà, et pourquoi j'ai mis la Villa Majorelle, c'est parce que j'interviens bientôt aussi sur la Villa Majorelle dans un colloque à Bruxelles, justement consacré à la restauration du patrimoine Art Nouveau, et aussi parce que sur ces projets patrimoniaux, voilà, il y a besoin finalement de la multidisciplinarité du CERFAB, hein, autant l'historienne de l'art qui va intervenir humblement, autant les techniciens de presque tous les ateliers. Donc c'est vraiment un travail d'équipe aussi qui permet de relever ce genre de challenge. Et là, justement, la Villa Majorelle rentre dans une phase 2 de restauration. Et pour cette phase 2, il y a aussi des verres à réaliser, des verres qui finalement au début du XXe siècle étaient très courants, mais que de nos jours on ne trouve plus, avec des coloris et avec c'est des verres plats opalescents avec des motifs aussi imprimés particuliers. Et vu qu'ils veulent vraiment exactement le même coloris, le même rendu, et bien voilà, c'est assez complexe de nouveau et peut-être un nouveau challenge en perspective si cette mission nous est de nouveau confiée. Et voilà, et pour terminer aussi, 2027, voilà, si vous venez cette année-là, si tout va bien, en tout cas c'est en bonne voie, ce nouveau bâtiment sera sorti de terre. Hein. Donc là, vous retrouvez une partie du bâtiment que je vous ai montré tout à l'heure en photo. Et ici, évidemment, c'est une vue
virtuelle à modéliser de ce que sera l'agrandissement du CERFAM. Donc le bâtiment initial que je vous ai montré, construit dans les années 90, devrait du coup être, être complété par un autre bâtiment de même envergure dans la prairie juste en face. Voilà, on a la chance d'avoir la prairie tout autour. Du coup, l'agrandissement est tout à fait possible. Et donc, vous avez une vue de là où seront transférés les ateliers, mais ce n'est pas tout à fait en transfert, ça va être plutôt des nouveaux ateliers, des nouveaux fours aussi. Ce sera l'occasion de renouveler le parc machine du CERFAM. Voilà, je ne sais pas si vraiment le projet est encore en cours de mutation, mais vous pouvez voir que les architectes essayent aussi déjà de réfléchir justement sur les flux, les dégagements de chaleur et la manière de circuler. Hein. Donc, chaque responsable d'atelier a donné un peu son cahier des charges sur ce qu'il souhaite vraiment avoir pour avoir une organisation, des aménagements parfaitement adéquats, le plus opérationnel et le plus fonctionnel possible. Voilà, alors pour terminer, le CERFAM, c'est surtout une histoire humaine. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai parlé pas mal de virtuel, d'outils numériques et autres, mais finalement, sans les hommes, il n'y a rien. C'est des prouesses techniques, des challenges pour nos élèves. Ceux qui passent 2 années en formation chez nous, c'est 2 années quand même très intensives où on leur demande énormément de choses. Et voilà, et donc c'est tout un apprentissage. Et c'est vrai que les résultats en termes d'insertion ensuite sont plutôt bons. Je n'ai pas les statistiques, c'est pas moi qui m'en occupe au CERFAM, mais les chiffres d'installation et puis finalement, lorsqu'on a fait cette exposition au Musée des Beaux-Arts de Nancy, on s'est rendu compte aussi des résultats, des fruits de finalement toutes ces actions menées depuis plus de 30 ans. Voilà. Là, donc on se retrouve dans ces ateliers, on va, le vitrail, la feuille d'or, décoration de la feuille d'or. On donne aussi des formations très spécifiques aussi sur l'argenture, comment on argenture le verre, comment, là, je vous montre un petit aperçu de tout cela. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Excusez-moi, vous avez un programme Erasmus? Alors, on avait un programme Erasmus et Leonardo il y a quelques années. Ensuite, je pense qu'administrativement, ça a dû se complexifier et donc mon collègue est en train d'essayer de remettre cela en route pour justement la partie pédagogique. Donc sur ça, je ne vous cache pas, vu que c'est lui qui dirige le pôle formation, il pourrait mieux vous répondre que moi. Justement, oui, ça s'est peut-être complexifié, mais ça s'est élargi énormément parce que vous parliez tout à l'heure avec le Maroc et il y a donc tout plein de programmes avec l'Argentine et tous ces pays-là, la Chine, puisque donc possible. Donc ce serait intéressant de. Voilà, oui, ce serait intéressant. Maintenant, pour l'instant, c'est vrai que de toute façon, Erasmus, c'est au niveau de l'Europe. Donc, je sais qu'il essaie de remettre ça en route aussi. Mais c'est vrai que par ailleurs, on va recevoir des artistes indépendamment de ce genre de programme. Mais je pense qu'effectivement, s'il y avait plus d'accompagnement, de possibilités administratives pour encourager ce genre de choses, les élèves saisiraient vraiment ce genre d'opportunités. Et on aimerait bien d'ailleurs avoir de plus en plus d'échanges à l'international. Moi, j'étais encore dernièrement en Allemagne, justement, j'ai discuté avec des directeurs d'écoles allemands et tchèques qui veulent aussi créer, faciliter les échanges et les partenariats. Mais c'est vrai que pour l'instant, il faut arriver à rentrer aussi dans les systèmes pour trouver quand même quelques aides pour ce faire. Ouais, parce qu'il y a des fonds pour ces nouveaux projets. Donc voilà, si vous avez plus d'infos, je veux bien, je transmettrai à mon collègue qui s'occupe de ça. Quelle est la finalité pour numériser tous les gestes des verriers? Quel est l'objectif?
Alors là, de nouveau, voilà, moi, c'est en cours. Là, c'est en cours. Donc, il y a, alors les objectifs, mon collègue peut mieux en parler que moi. En tout cas, je pense que dans les médias, dans l'idée, c'est de pouvoir accompagner d'un point de vue pédagogique les élèves, peut-être dans les gestuels, en évitant peut-être de passer trop de temps devant le four, hein, comme je l'évoquais. Et puis, on est beaucoup dans la numérisation des objets de musée. Donc, à un moment donné, il y a aussi cette numérisation des gestes, peut-être, vu qu'on est quand même dans des métiers qui deviennent rares. Alors, le verre, je pense que ça survit encore. Il y a effectivement aussi beaucoup de dynamisme. Hein. C'est vrai que je n'ai pas parlé du nombre d'élèves en apprentissage, mais en fait, pourquoi ce nouveau bâtiment? C'est parce que aussi on ne sait plus où mettre les salariés, on ne sait plus où mettre les élèves. On a des promotions de 40 apprentis par année. Voilà, maintenant c'est sûr que ça fluctue aussi d'année en année, voilà, selon les aides de l'État aussi, bien entendu. Mais voilà, donc on a aussi cet agrandissement, donc on trouve qu'on va plutôt vers quelque chose bien en développement. Voilà. Maintenant, malgré tout, il y a quand même des techniques et on s'en rend compte, Eric et moi, vu qu'on est historien du verre, on se rend compte qu'il y a des techniques qui étaient déjà bien en usage à l'Antiquité, qui disparaissent, de verre par exemple, ou les murines, puis qui réapparaissent et autres. Donc peut-être qu'en sauvant ou en sauvegardant ces gestes de manière numérique, à un moment donné, si il y a des problématiques aussi sur les anciennes machines. Hein, voilà, donc si on enregistre tout ça, peut-être qu'à un moment donné, la personne ne sera plus là pour les expliquer, mais on arrivera peut-être à les retrouver plus facilement si jamais elles disparaissaient aussi. Une conservation du savoir et des techniques. Je pense que ça fait, oui, tout à fait, ça fait partie de ces objectifs-là. Rappelez-vous, en début d'année, on a organisé une exposition sur les cristallocérames, ces inclusions de céramique en cristal qui posent tant de problèmes et qui se faisaient beaucoup, notamment dans l'est de la France, à Saint-Louis, dans d'autres cristalleries, et où on a un peu perdu le savoir-faire. Il y a des savoir-faire comme ça qui sont quelquefois perdus. Oui, tout à fait. Et quand on essaye de les remettre en place, on se rend compte qu'on a perdu justement la composition de ces fameux éléments en céramique, porcelaine, fripe de verre, on ne sait pas très bien. Et lorsqu'on essaie de les remettre au bout du jour et de les réintégrer dans la masse du verre, souvent il y a de telles tensions que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus, on a perdu ces connaissances-là. C'est un exemple et on gardera quelques objets au musée. Peut-être d'autres questions? Au niveau des vitraux et du plomb, vous n'avez pas de problème? Alors là aussi, ça fait partie des projets de recherche. C'est une bonne question, j'ai oublié d'en parler. Ça fait partie des projets de recherche aussi de notre équipe de R&D, car l'Europe souhaite évidemment interdire le plomb. Maintenant, pour de l'art patrimonial, s'il faut restaurer, sachant que les vitraux traditionnels au plomb, c'est une centaine d'années environ avant de devoir intervenir pour leur rénovation. Donc ça risque tôt ou tard de poser des problèmes énormes partout. Hein. Donc en ça, je ne sais pas si une solution sera trouvée ou une exception. Enfin, ce serait bien qu'il y ait une exception pour ces vitraux patrimoniaux. Mais c'est vrai qu'en lien avec d'autres centres de recherche technologique, l'équipe du CERFAF est sollicitée pour tester justement des nouveaux alliages de métaux qui auraient des propriétés similaires au plomb, la même malléabilité et autres. Et donc là, ce centre de ressources techniques va prochainement réaliser plus d'éléments métalliques et il y a toute une série d'ateliers de vitrail dans toute la France qui ont manifesté leur intérêt pour tester. Voilà. Et donc, du coup, on va leur fournir ces éléments-là et puis ils vont pouvoir faire un retour sur la bonne adéquation finalement de ce nouvel alliage ou non par rapport à la réalisation de vitraux. Le même ordre d'idée.
vous menez des recherches avec vos chimistes pour chercher des nuances, des couleurs qui sont difficiles à obtenir, qui existent par ailleurs, mais que vous essayez de reproduire pour le vitrail, par exemple. Alors, comme je crois que j'ai dû le dire, il y a eu un projet de recherche sur les colorations avec dôme, voilà, pour les coloris. Mais par rapport aux couleurs, tout à fait, en fait, ils ont un projet qui s'appelle Col Vert. Et ce projet-là, de nouveau, c'est en lien avec d'autres centres de recherche technologique. Donc, en fait, c'est des plantes en fait, qui ont été, qui ont poussé, si vous voulez, dans des lieux pollués. Et donc, ces plantes ont absorbé, si vous voulez, la pollution et les métaux lourds qui se trouvent dans ces sols pollués. Et ces plantes, elles ont été calcinées et données à nos ingénieurs. Nos ingénieurs ont introduit les cendres dans la composition du verre, comme on fait depuis toujours, hein, depuis les Vénitiens, depuis la création du verre, voilà. Donc ces cendres calcinées, du coup, ont donné une coloration au verre. Et donc, parce que ces métaux lourds, qui sont des métaux rares aussi, eh bien, ont été récupérés par les plantes. Donc, ça permet à la fois de dépolluer les sols et puis d'obtenir des coloris qu'on peut peut-être avoir quand même avec d'autres oxydes métalliques, mais finalement, au lieu de commander du verre pour voir les colorations du verre, là, on peut créer finalement les couleurs du verre grâce à ces plantes-là. Donc ça fait partie aussi Mais c'est comme ça. Pardon ? C'est quand même limité parce que la pollution d'un site ne ressemble pas à un autre site. Donc ça ne donnera pas les mêmes coloris, probablement. Voilà, mais ça dépend des métaux lourds qui sont dans le sol. Donc effectivement, on a eu aussi une artiste chercheuse qui développe pas mal de projets justement d'innovation sur ces compositions. Elle s'appelle Lucie Lubio. Donc ces premiers projets ont été réalisés en tout cas. Il y a eu pas mal de recherches et d'expériences qui ont été faites au CERFAM. Ensuite, elle a pu s'adresser à Maud Verlier aussi pour poursuivre ses réflexions. Mais elle avait aussi récupéré des algues qui, du coup, lui ont permis aussi d'intégrer des colorations, des algues et aussi, je pense, des coquillages, pour obtenir des colorations particulières dans ce type de verre. Ah, elle est peut-être déjà intervenue. Oui, elle aurait pu intervenir, et puis ça ne s'est pas fait, mais voilà, donc je vois que Isabelle se rappelle bien de cette personne qui a parlé d'un géovert, qui utilise de géovert. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est sûr que c'est quelque chose qui est intéressant, et c'est vrai que cette récupération des plantes, comme vous disiez, selon le site où elles vont pousser, on va peut-être avoir effectivement des coloris différents. Mais donc ça va être aléatoire et on n'aura pas forcément un suivi du coup des couleurs. Voilà, c'est en cours, on verra où ça mènera. En tout cas, là, il y avait finalement un potentiel aussi pour la coloration en récupérant ces éléments-là. Le centre s'appelle CERFAM, le centre européen, et vous avez parlé évidemment de l'Allemagne et des Tchèques. Est-ce qu'il y a un élargissement, parce que Sylvie, suite à cette question, un élargissement vers la Chine, vers l'Argentine éventuellement, il y a déjà des contacts développés? Alors déjà, avec l'Allemagne et la République tchèque, c'est des choses qui sont en cours, voilà, parce que c'est vrai que par le passé, le CERFAM était vraiment beaucoup plus en lien avec le reste de l'Europe. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu la disparition du programme Leonardo qui a fait aussi qu'il n'y a plus autant d'échanges. Donc là, on est en cours, en tout cas, le directeur pédagogique essaie de remettre en cours tout ça. Et puis sinon, avec la Chine, pas trop, mais là, c'est plutôt les opportunités qui font aussi qu'on va avoir le passage. Là, hier, il y avait une artiste polonaise voilà, qui est en projet avec le Musée des Beaux-Arts de Nancy pour faire des pièces qui seront introduites dans l'art urbain de la ville, sous forme de dalles au niveau du sol et des murs. En tout cas, je ne peux
pas trop en dire parce que c'est complètement en cours et puis on verra les résultats. Parce qu'il faut d'abord trouver la technique la plus adéquate pour arriver à faire ces œuvres avec elle. Et là, c'est que l'amorçage peut-être d'une future collaboration. Voilà, on a pour l'instant un artiste en résidence qui est français, qui est d'Orléans au départ, mais qui maintenant travaille depuis 20 ans au Canada et qui enseigne dans le monde entier ses connaissances autant des murines que de ces techniques de soufflage également. Donc voilà, on est en lien aussi avec le Canada, on a rencontré un artiste américain l'année dernière. Voilà, quand on a l'opportunité d'avoir des personnes à l'international de passage, c'est le cas. Et c'est vrai que dans nos formations, j'ai abordé quelques Coréens, mais c'est vrai que dans les formations, on a souvent des Suisses, des Belges, on va avoir, voilà, on a eu des Américains ces dernières années, enfin voilà, on a quand même aussi des personnes qui viennent se former, qui hélas ne peuvent pas toujours bénéficier de la bourse de la région Grand Est, mais du coup vont payer pour suivre la formation au CERFAD. Voilà. Donc on a un peu cette ouverture, mais c'est vrai que sur les partenariats, voilà, on peut toujours évidemment plus faire, plus et plus. Maintenant, comme je vous disais, vu que nous on est en plus à saturation voilà, dans les ateliers, ça serait même si on avait plus de demandes, voilà, en 2027. Voilà, on aura, je pense, vraiment un peu plus de place, mais malgré tout, voilà, voilà, et puis il faut de la place aussi dans les ateliers. Donc, voilà, c'est des choses qu'on aimerait bien développer davantage, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, le verre actuel, il faut bouger. Voilà, Mathieu Brodet, donc cet artiste en résidence, il est pour l'instant 3 mois au CERFAM. Ensuite, il va aller enseigner en Turquie. Là, il venait d'aller enseigner aux États-Unis. Voilà, il a déjà enseigné en Chine aussi. Donc, voilà, faut être aussi mobile. Voilà, c'est important aussi d'avoir cette reconnaissance à l'international, et donc il est extrêmement sollicité, et donc on est très heureux de pouvoir avoir une résidence avec lui. Le CERFAV, c'est combien de salariés, combien d'enseignants? Alors, en termes de salariés, je crois qu'on a une quarantaine de personnes à temps plein. On a aussi beaucoup d'intervenants ponctuels. Donc c'est sûr que la prof de français pour les apprentis qui n'ont pas encore le bac va venir ponctuellement enseigner le français. Parfois c'est 2-3 élèves, si vous voulez, hein, mais il nous arrive d'avoir quelqu'un juste finalement pour donner quelques heures ou alors justement des verriers très spécialisés dans leur domaine, ou des techniciens. Je parlais de l'argenture tout à l'heure. Donc on fait vraiment venir le spécialiste de l'argenture pour enseigner sa technique une semaine. La dorure à la feuille d'or, la même chose. On va intervenir aussi quelqu'un pour des techniques quand c'est vraiment très pointu et spécifique. Et donc, du coup, à la fois c'est pour les élèves, mais parfois on peut rapprocher aussi déjà des verriers aguerris qui veulent en fait développer peut-être d'autres techniques ou d'autres apprentissages qui peuvent se greffer éventuellement au cours quand c'est possible. Merci pour toutes ces questions. Merci à vous. C'est vrai que cette intervention ce soir était vraiment aussi très intéressante pour nous ici à Conches, parce que il y a le musée et la collectivité se pose quand même un petit peu des questions sur des actions qui pourraient graviter autour du musée, et notamment des actions d'ateliers avec des souhaits de formation, d'éducation, de démonstration autour du verre. C'est des questions qui se posent un petit peu au niveau de la collectivité. Alors, d'une manière certainement beaucoup plus modeste que le CERFAV, qui emploie 40 personnes, mais ces questions se posent ici un peu sur le site, notamment. Ça peut prendre peut-être plusieurs années, mais c'est aussi une manière d'avoir des exemples, de réfléchir. Et puis, comme tu l'as dit, vous accompagnez quelquefois d'autres structures, parce qu'il y a ce projet à Meknès qui verra le jour, et donc il y a un accompagnement du CERFAV un petit peu dans ce projet. Et ça me fait penser quand même, ça me donne envie de poser un peu une question. Comment vous accompagnez des demandes comme celle-ci de Meknès? C'est peut-être une demande de la ville de Meknès, peut-être d'un institut, je ne sais pas, mais
qu'est-ce qui fait que vous allez comment vous allez y intervenir? Enfin, cela implique des financements peut-être pour aller passer du temps, travailler sur de tels projets et accompagner les besoins de ces projets. Comment ça se passe d'un point de vue, je dirais presque plus financier, Moi, si j'ai bien le compris. montage de projet? Alors, là, de nouveau, il y a quelqu'un qui est vraiment qui gère spécifiquement ce projet-là. Ce que j'en sais, en espérant ne pas dire de bêtises, bien entendu, c'est que c'était une demande effectivement du gouvernement marocain de pouvoir amplifier l'école métiers d'art existante et de l'ouvrir à d'autres métiers d'art et donc cette technique du verre. Donc il y a cette demande du gouvernement, il y a semble-t-il l'appui aussi de fonds américains. Voilà, pour certainement continuer à développer l'artisanat d'art marocain avec, voilà, en offrant peut-être plus de possibilités. Et donc il faut savoir qu'il y avait un appel à projet, donc d'ingénierie pédagogique. Et donc le CERFAV a répondu. Donc, il y a eu plusieurs candidats qui se sont présentés et c'est celui du CERFAV qui a été retenu. Donc comment ça va se passer en termes d'accompagnement? Donc pour l'heure, ce que je disais, il y a des choses qui commencent à être mises en place. Donc en fait, donc le CERFAV a dit, ben voilà, vous voulez un atelier de soufflage, il faut ça, pour équiper l'atelier de soufflage, pour former, parce qu'il faut former leurs formateurs. Donc ces personnes-là sont déjà venues l'année dernière au CERFAV pour avoir déjà un début de formation à Valmont-Châtel. Ensuite, normalement, pendant une année, on va envoyer des formateurs français pour enseigner aux futurs formateurs. Voilà. Et donc, il y a plusieurs personnes qui sont pressenties pour être des formateurs à Meknès. Et là, en fait, il y a des rouages un peu économiques qui doivent se mettre en route pour que ces personnes-là puissent aller former. Et pour l'heure, en fait, on attend la finalisation et l'arrivée des équipements et du matériel nécessaire pour former ces personnes marocaines qui, du coup, à leur tour, formeront les autres artisans. Donc, il y a, en fait, c'est mon ancien directeur de l'IGARSA qui gère ce projet-là. Et donc, en fait, il a repris assez bien les programmations de cours que nous dispensons depuis 30 ans, avec il faut tant d'heures, tel type de module. Le soufflage, à un moment donné, ça va arriver à tel type d'objectif, voilà tout ce qui est attendu, voilà, tel type de technique. Et puis, que dire, oui, là pour l'heure, en fait, mon collègue est allé installer un four. Mais voilà, ils attendent l'arrivée du gaz. Voilà. Et donc, je sais aussi que pour la pâte de verre, voilà, il y a encore des choses qui doivent être là avant de pouvoir vraiment démarrer. Donc voilà, ça prend du temps, mais j'espère que voilà, on pense que tôt ou tard ça va aboutir. Mais voilà, il y a des complexités financières aussi, même d'acheminement des marchandises. Même nous, hein, moi je suis très heureuse que les résidences du CERFAV, on les étale sur plusieurs mois. Parce que voilà, quand un artiste veut quelque chose de spécifique pour sa résidence, il faut faire il y a le temps finalement de la commande, de la réception de la commande et autres. Si on fait la résidence sur 3 semaines, on a beaucoup de matériel au CERFAV, mais je ne sais pas, s'il veut une couleur spécifique, le temps qu'on commande au fournisseur en Allemagne ou ailleurs, et de recevoir la commande, voilà, les 3 semaines, elles sont écoulées, l'artiste est parti. Donc c'est pour ça aussi que les résidences, on les fait plutôt sur un temps long, on ne leur demande pas d'être présents loin de là en permanence, mais plutôt de venir ponctuellement. Voilà. On a reçu le verre, si tu revenais, et ainsi de suite. Donc on organise plutôt de semaine en semaine, selon aussi le matériel nécessaire. Voilà. Et donc, je pense qu'au Maroc, ils ont aussi les mêmes difficultés de pouvoir aussi recevoir les commandes
que le matériel souhaité arrive également. Il y a une recherche de retrouver les habitats d'origine. Donc, il y aura souvent une nouvelle technique à retrouver qui ont disparu, comme tous les pays. Des pertes de savoir et à retrouver. C'est une modélisation aussi de bâti et même de matière qui rejoint un peu les préoccupations du CERFAD, de voir comment passer du plomb à une nouvelle matière pour faire le vitrail, créer ce savoir. Le château, c'est tout petit, c'est un petit village, c'est pas grand. 400 habitants. Alors quand on a les jeunes qui viennent en formation, bah, là vous faites plus 40, moins 40. Voilà, donc oui, c'est un tout petit village, effectivement. Mais comme souvent dans les librairies, on est un peu. Enfin, moi je trouve que c'est une demi-heure de Nancy, donc c'est quand même pas trop loin, mais c'est sûr qu'il y a un éloignement. Et en même temps, c'est pas mal aussi parce que ils se retrouvent vraiment très concentrés finalement sur leur travail. Hein. On n'a pas trop de choses qui permettraient de les. Voilà. Donc ça permet de vraiment bien se focuser sur leur travail, sur leur recherche, sur vraiment les sujets, les orientations qui leur plaisent. Et comme je vous disais, souvent ça se poursuit par la suite dans ce qu'ils font encore de nos jours. Et donc c'est assez intéressant de voir qu'ils ont réussi finalement à trouver ce qui les passionne et ce qui les anime de longue date. Non, ils ne peuvent pas trop se dissiper. J'espère que ça va nous donner des tas de idées pour nos projets à venir, parce que ça prendra du temps de faire un projet. Merci beaucoup. Merci.